Donc, mes frères, salam alaikum une autre fois. Donc, aujourd'hui, on vous invite pour c'est une conférence c'est un sujet un peu sensible, mais c'est un sujet qui est important, très demandé par les jeunes. C'est les jeunes qui l'ont programmé ce sujet-là. On sait qu'à l'école, vous avez étudié la théorie de l'évolution. Vous entendez des choses, vos parents à la maison vous disent des choses. Donc avant de commencer la conférence en elle-même, il y a un avertissement très très important que je souhaiterais faire et même toute l'équipe du comité des jeunes souhaiterait faire. On le dira, on le redira, Inch'Allah. C'est que cette conférence, quand on parle de l'évolution et vous êtes à l'école, dans l'islam, il y a un principe très important à respecter, c'est de parler aux autres, c'est de faire la da'wa avec la meilleure des façons. C'est-à-dire que aujourd'hui on n'est pas là pour apprendre des arguments pour aller les utiliser contre qui que ce soit. Au contraire, dans l'islam, rappelez-vous, le principe, il s'agit toujours de convaincre et non pas de vaincre. C'est un principe. Jamais on cherche à dominer, on cherche à sauver. C'est ça l'islam. Donc, allez rentrer en bras de fer avec vos camarades et surtout pas avec vos professeurs, ça, il faut faire attention. D'accord? On respecte les croyances des autres, tout comme on souhaiterait qu'on respecte nos croyances. Vous savez très bien que le programme de l'évolution, c'est un programme ministériel. Vos professeurs, qu'ils le veuillent ou non, ils vont le faire. Qu'ils y croient ou ils y croient pas, ils vont le faire. Donc ça veut dire que, avec grand respect avec vos professeurs, laissez-les faire leur travail. Nous aussi, on est en train de discuter entre nous pour être en paix, pour chercher la certitude et en même temps, si quelqu'un qui veut discuter gentiment, ouvertement, respectueusement, on peut le faire. Vous pouvez le faire. Mais sachez, jamais un bras de fer et jamais qui a raison, qui a tort, ça ne marche pas. Vous expliquez dans la mesure du possible et vous arrêtez là où il faut s'arrêter et de préférence avec vos professeurs de respecter le cours et de jamais venir interrompre ou dire des choses en plein cours. Laissez-les faire leur travail. C'est pas le but de cette conférence. Aujourd'hui, on veut être tranquille. C'est ça. Donc, cet avertissement fait, on passe à la théorie de l'évolution elle-même. En réalité, c'est vraiment le darwinisme, parce que théorie de l'évolution, il y a des théories de l'évolution. Darwin, c'est pas le premier à avoir parlé de cette évolution, ça avait plusieurs formes, c'est comme le transformisme de Lamarck, il y a la théorie de la dérivation, il y a plusieurs choses. Ils disent même que ça remonterait même avant Jésus alayhi salam. On parlait déjà de ces théories qu'il y a une transformation qui se fait et des variétés, et ça c'est observable, on le voit. Mais qu'est-ce que Darwin? Pourquoi Darwin? Pourquoi il a pris cette importance? Et c'est ce qui nous intéresse. On va pas, c'est pas un cours de biologie, ni d'histoire. On va pas parler de ces détails. On est dans une mosquée. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi le darwinisme exactement, et c'est quoi notre rapport, nous, en tant que musulmans, au darwinisme. Donc, on a un petit plan de conférence sur les deux parties, un peu réparti, sur deux parties, et vous savez très bien que c'est énorme. Ça fait plus de 150 ans que les gens écrivent sur ça. Donc, on ne pourra pas jamais faire un tour sur tout, mais comme je vous ai dit, on va axer sur qu'est-ce qui nous intéresse en tant que musulmans par rapport à ça, à cette théorie-là. Donc, on fera une petite introduction. On va dire quelles sont les bases de la théorie de l'évolution. Le darwinisme, c'est quoi? Parce qu'il y a le darwinisme qui a commencé son premier livre, il a été publié, la première édition, elle a été publiée en 1859. Ça veut dire ça remonte à plus de 150 ans. Il y a eu 6 éditions de ce livre et il y a eu beaucoup de changements entre les éditions. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de livres qui ont été écrits pour expliquer ce livre. Il y a encore plus de confusion. Et depuis cette période-là, c'est entre 1859 jusqu'on peut dire les années 30, c'était l'âge d'or du darwinisme. C'était présenté comme la théorie et comme si c'était quelque chose de prouvé. Mais à partir des années 50, il y a eu, avec le développement des sciences et tout ça, il y a eu ce qu'on appelle le néo-darwinisme, qu'on en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Ainsi que
La théorie du design, on dirait un peu un mot parce que c'est étroitement lié. Donc aujourd'hui, on va parler surtout quelles sont les bases du darwinisme pour les comprendre. C'est quoi Darwin? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la théorie de l'évolution selon Darwin? Et quelles sont les preuves qu'il a présentées? Donc les bases de la théorie de Darwin, le darwinisme, il se base sur, il y a ces 4 éléments-là. En réalité, c'est 2 qui fonctionnent avec les autres avec 2. Donc vous avez des variations aléatoires spontanées, c'est des changements, c'est des variations, on va l'expliquer ce que c'est, et la sélection naturelle. La sélection naturelle, elle est aveugle, selon Darwin. Ces 2 mécanismes, ils agissent de façon progressive, c'est-à-dire petit à petit, et ils agissent aussi de façon très très lente. Ça prend des millions d'années. Ça, c'est les bases de la théorie de l'évolution, et on va les expliquer, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que c'est que les variations aléatoires spontanées accidentelles? Donc, il y a des variations dans une espèce. Tu trouves par exemple les enfants, quand il y a des enfants, n'importe quelle espèce animale, les petits, tu trouves qu'ils sont un peu différents des parents, ils sont un peu différents entre eux. Ces petites différences, parfois, ne sont même pas perceptibles, elles sont vraiment petites. Avec le temps, la nature va les accumuler. Elle accumule ces petites différences, génération après génération, génération après génération. Et ensuite, arrivé à un certain moment, certains individus, ils auront acquis des variations qui sont plus utiles, avantageuses. Et puisqu'ils ont quelque chose de plus avantageux, ça veut dire qu'ils auront plus de chances de survie. Et c'est ça la sélection naturelle. Ils vont être sélectionnés. Ceux qui ont plus de chances de survie seront sélectionnés et les autres, ils vont disparaître. Voilà comment évoluent les variations aléatoires de façon, on l'a dit, progressive, très très lentement, pas à pas. Ces variations, on les voit, par exemple, c'est des exemples que Darwin a fait sur les becs des oiseaux, comment ils sont différents les uns des autres. Maintenant, ça, comme je vous l'ai dit, ça existe chez des autres. Mais qu'est-ce qu'il a Darwin de particulier? Pourquoi Darwin lui-même? Darwin, il insiste sur le fait que ces variations sont aléatoires, spontanées et accidentelles. Il insiste sur le fait que cette sélection naturelle, quand on choisit, cette sélection, elle se fait de façon aveugle. C'est-à-dire, il n'y a pas une intelligence derrière qui vient décider ou choisir. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui va faire ces modifications. Déjà au départ, Darwin, où est-ce qu'il a pris ça? Lui, il a constaté que chez les éleveurs, ils font de la sélection artificielle. Des éleveurs, par exemple, lui, il assistait à des endroits où il y avait des pigeons. On faisait de la sélection pour les chevaux de course, des sélections pour les chiens, les races de chiens, pour les vaches laitières. Donc on choisissait, on faisait des croisements au sein d'une espèce et on cherche une race qui est plus performante, soit une vache qui donne plus de lait, un cheval qui court plus vite. Et quand on trouve un descendant qui est meilleur, c'est ce descendant-là qu'on va accoupler encore et encore et encore et croiser. Donc on sélectionne ce qui est de meilleur. Ça se fait à l'état artificiel. Donc lui, il s'est dit, c'est la même chose qui se passe à l'état sauvage dans la nature. Donc, mais il dit que ça se passe de façon aveugle. Et c'est ça la particularité de Darwin. Il a décidé, c'est son arbre, que les êtres, ils commencent au départ par quelque chose de très simple, une petite cellule simple, comme une bactérie ou un être unicellulaire. Ensuite, à travers les siècles, ça va se développer, la vie devient de plus en plus complexe et ça devient des organismes multicellulaires et ça acquiert de nouvelles fonctions et au sommet, on trouve les êtres comme l'humain et tout ce qui existe aujourd'hui. Ça, c'est pour lui, c'est j'ai pas envie de parler, d'aller plus en détail, mais si vous avez la question déjà, et la première cellule, Darwin, il ne sait pas vraiment, il dit qu'il ne sait pas. Il reconnaît qu'il ne sait pas là. Il dit, en quelque sorte, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il veut démontrer lui. C'est pour ça qu'il laisse des petits points ici, en bas. C'est comme si ça commence, on ne sait plus où est-ce que ça commence.
Regardez ce qu'il dit Darwin. Et c'est ça la particularité, ce qui nous intéresse, nous les musulmans. Là, c'est un livre qui parle du livre de Darwin. Dans un passage célèbre de l'OS, c'est l'origine des espèces, c'est le livre de Darwin. Darwin déclare: quand on peut dire que la sélection naturelle examine chaque jour, chaque heure, à travers le monde, toute variation, même la plus légère, rejetant celle qui est mauvaise, préservant et accumulant tout ce qui est bon, travaillant en silence et de manière insensible, dès qu'une occasion s'offre ou que ce soit. Donc remarquez ça, il a écrit la première fois dans... Alors quand il a écrit ça, remarquez ce qu'il parle de la sélection naturelle. Il dit, regardez les verbes qu'il utilise. La sélection naturelle examine, rejette, préserve, accumule, travaille. Certains, ils ont dit, il a personnifié la nature. On dirait qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui le fait, qui fait ce travail. Il y a quelqu'un qui choisit, quelqu'un qui examine. Alors, qu'est-ce qu'il dit après lui? Darwin précisera dans la deuxième édition qu'il entend cela en un sens métaphorique. Il dit que c'était juste une métaphore. Si la sélection naturelle est seulement métaphorique, c'est avant tout qu'on ne peut pas vraiment la prendre à la lettre. Il n'y a pas dans la nature d'entité intelligente, consciente qui sélectionne. Voilà Darwin, voilà pourquoi on aime Darwin. C'est la différence par rapport aux autres qui ont parlé de l'évolution. Tous ceux qui ont parlé des changements, des variations des espèces, ils croyaient que les espèces étaient créées par Dieu telles qu'elles sont et qu'elles sont séparées. Darwin, il dit non. On peut passer d'une espèce à une autre par la variation et surtout, il n'y a pas d'entité intelligente derrière ou consciente. C'est-à-dire, il n'y a pas Dieu qui a créé. Il dit aussi dans une correspondance qu'il a regretté le choix du terme sélection naturelle. Tout le monde connaît Darwin pour avoir dit la sélection naturelle. Si tu dis c'est quoi Darwin, il te dit sélection naturelle. Et pourtant, il regrette le mot d'avoir dit sélection naturelle. Pourquoi? Il dit le terme sélection naturelle est à certains égards un mauvais terme, parce qu'il semble suggérer un choix conscient. Il suggère qu'il y a quelqu'un qui a choisi, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence. Donc même le mot sélection, parce que quand tu sélectionnes, tu as un panier par exemple de pommes, tu dis je vais prendre les plus grandes, prends les plus grandes et laisse les petites. Là tu vas choisir, tu prends les plus grandes, ça veut dire qu'il y a une intention, tu as une volonté de choisir. Donc il y a quelqu'un d'intelligent qui le fait. Lui te dit non, c'est aveugle, ça se passe accidentellement. Et c'est ça pourquoi, en tant que musulmans, certains de nos frères qui nous disent que, et parfois c'est des docteurs, qui nous disent qu'on peut trouver un terrain d'entente avec la théorie, on peut l'adapter, ou bien adapter le Coran à la théorie de l'évolution, et de dire qu'au lieu que Darwin, qui dit que ça se passe à l'aveugle, tatawur, c'est-à-dire l'évolution, on va dire qu'il y a eu tatwir, faire évoluer. C'est-à-dire que c'est vrai, ça se passe comme ça, les espèces apparaissent de cette façon, mais, merci, les espèces apparaissent de cette façon, mais on va dire que c'est Dieu qui fait ça. J'ai envie de dire à tous ces frères, à nos frères, j'ai envie de leur dire, mais attends, quand tu dis ça, quand tu dis je vais adapter mon Coran, ma foi, à la théorie de Darwin, c'est comme si tu disais déjà que la théorie de Darwin est juste. Prends le temps d'examiner, prends le temps de voir, monsieur Darwin, quelles sont vos preuves. Est-ce que la science a dit que Darwin avait raison dans son explication que la vie a commencé par des êtres cellulaires très simples, unicellulaires, ensuite ça s'est compliqué davantage, et ça s'est passé, comme l'a dit, ces variations sont progressives, très lentes, et qu'il y a eu des êtres intermédiaires entre une espèce et une autre, parce qu'il faut des changements, et que ces êtres-là, qui ont existé entre une espèce et une autre, ils doivent être beaucoup, énormes. D'ailleurs, le terme qui est utilisé par Darwin, je ne sais pas s'il est là, on le verra après. Donc, il dit, si les espèces dérivent d'autres espèces, ça c'est une objection qu'on lui a fait à Darwin, c'est lui-même qui est dans son livre ici, c'est le livre de l'origine des espèces, il dit, si les espèces dérivent d'autres espèces par des degrés insensibles, pourquoi ne rencontrons-nous pas d'innombrables, c'est-à-dire incalculable, un nombre incalculable de formes de transition? Pourquoi tout n'est-il pas dans la nature à l'état de confusion? Pourquoi les espèces sont si bien définies? Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi on ne voit pas? Parce que si
par hasard, il commence un être à changer et varier, avant d'atteindre une autre espèce plus évoluée, il va faire des erreurs parce que c'est aléatoire, c'est au hasard. Donc il va faire des monstruosités, ça va sortir des êtres qui ne sont pas très adaptés. Et ces erreurs, donc normalement on doit trouver ces espèces intermédiaires, on doit trouver un nombre incalculable. Lui il le dit, il faut qu'il y ait beaucoup. Donc, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas Nous on voit des espèces. Normalement, il y a une confusion. Si c'était vrai sa théorie, il y aurait eu une confusion. Plusieurs espèces, plutôt plusieurs individus qui se ressemblent tellement, peu intermédiaires, on ne sait plus elle est où l'espèce. C'est une confusion. Or, c'est pas ce qu'on voit. On voit des espèces bien distinctes. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Là, on est déjà rentré, je crois, dans les preuves, parce que j'ai cité les preuves de la théorie de l'évolution. Ces preuves scientifiques, c'est d'abord la paléontologie. La paléontologie, c'est comme l'archéologie. L'archéologie, on cherche l'histoire des cités, des objets, des constructions, tout ce qu'on trouve, des objets qu'on trouve du passé. La paléontologie, c'est le vivant. C'est la même chose, mais on cherche le vivant, les traces du vivant, des squelettes, des fossiles. Donc, là, la paléontologie, c'est l'une des preuves. Jusqu'à maintenant, il te dit que la paléontologie, c'est sûr, c'est l'une des preuves. Ils en parlent comme si c'est une évidence. Ils présentent ça comme une preuve formelle du darwinisme. D'ailleurs, on trouve parfois, c'est pas parfois, dans presque tous les livres. Là, c'est un livre qui traite pratiquement de. Juste un petit exemple pour les jeunes, comment ils présentent les choses quand on te parle des ancêtres. Là, c'est un docteur qui a occupé de grandes fonctions. Et c'est un livre qui, en réalité, parle d'un peu de tout, mais dans le chapitre 2, l'homme et ses ancêtres, regardez comment il commence. En accord avec les principes de l'évolution, l'examen des fossiles découverts en nombre croissant regardez, en accord avec les principes de l'évolution, l'examen des fossiles découverts en nombre croissant, des fossiles en nombre croissant, et les études moléculaires portant sur les séquences d'ADN, ça on va en parler la semaine prochaine, Inch'Allah, indiquent que l'homme moderne est bien, comme tous les êtres vivants, un produit de l'évolution. C'est clair, c'est une preuve, la paléontologie, il y a des fossiles, nombre croissant, on te présente toujours les choses comme ça. Et toi, tu te dis, c'est pour ça, certains de nos docteurs, ils te disent, c'est la science, c'est une découverte. C'est une découverte, tu dois adapter ton discours. Mais attends, on va vérifier ces preuves. Est-ce que vraiment la paléontologie, les fossiles disent que Darwin? Donc, déjà au départ, Darwin, quand on lui dit, pourquoi il n'y a pas maintenant ces êtres intermédiaires, il te dit, parce qu'ils se sont développés dans le passé et pas maintenant. Ok? Et s'ils sont développés dans le passé, on devrait retrouver leurs traces, on devrait retrouver leurs fossiles, leurs squelettes, on devrait les retrouver. Lui, c'est ça à ce qu'il s'attend. Il s'attend avec cet arbre-là, que plus tu vas sur Terre, plus tu vas profondément, chaque couche terrestre, tu vas trouver que tu remontes dans le temps. Tu remontes plus loin dans le temps. Donc, pour lui, on va trouver, pratiquement juste la première couche, on va dire, il va trouver des squelettes de tous les êtres vivants maintenant. Tu descends un peu plus bas, tu trouves des êtres intermédiaires, et ainsi de suite. Et quand tu arrives aux couches les plus profondes, tu vas trouver des êtres unicellulaires, simples. Donc ça s'est développé comme ça. C'est ce qu'il s'attendait à trouver, et c'est ce que, normalement, si sa théorie est juste, c'est ce qu'on devrait trouver. Or, ils ont même dessiné des tableaux comme ça, voilà l'exemple. En haut, ce sont les animaux d'aujourd'hui, toutes les espèces. Et plus tu remontes, là, tu descends jusqu'à moins 355 millions d'années, tu trouves des êtres plus simples. Regardez déjà, ça, c'est un dessin que eux, ils font. Ceux qui suivent Darwin, c'est eux qui le font. Regardez les cercles rouges. Regardez ce qui est écrit. Ancêtre commun hypothétique. Hypothétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas exister réellement. C'est juste, ils s'imaginent qu'ils ont existé. Par exemple, on vous dit toujours que les oiseaux descendent des dinosaures. Vous voyez là, les oiseaux, là où ils sont accrochés, enfin, ils rejoignent un peu les dinosaures qui ont disparu. À cet endroit, ils mettent un cercle rouge.
c'est-à-dire c'est hypothétique. Et c'est vrai, cet oiseau Artéroptérix, il y a même une marque de vêtements avec, on pensait que c'était l'intermédiaire, finalement, c'est pas vrai, c'est pas l'intermédiaire. Donc il te dit que ça, c'est hypothétique. Mais c'est ce qui Satan a trouvé. Et donc, qu'est-ce que la science a trouvé? Là, c'est les échelles de temps. Voilà. Vous avez c'est les couches terrestres en quelque sorte. La couche la plus profonde en bas, c'est la couche qu'on appelle la précambrienne. Et ensuite, cambrienne, et on monte ces couches-là. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est pas on a remarqué, c'est ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé réellement sur le terrain? C'est que dans cette couche précambrienne, il y avait presque rien. À part des algues, il n'y avait rien. Ensuite, dès que tu montes à la couche cambrienne, entre 530 et 540 millions d'années, c'est-à-dire en 10 millions d'années, et 10 millions d'années, c'est vraiment rien par rapport à l'échelle de temps, il y a eu beaucoup des espèces qui sont apparues soudainement et brutalement, au point qu'ils les ont appelées l'explosion cambrienne. Il y a une explosion de la vie, de la plupart des espèces qui existent aujourd'hui, elles sont apparues à ce moment-là en même temps et elles étaient complexes, elles n'étaient pas simples. À ce moment-là, subitement. Donc, ni progressif, ni lentement, ni être intermédiaire, ni rien. Elles sont apparues de façon... jusqu'à ce que certains, ils l'ont appelé le Big Bang zoologique. C'est vraiment l'apparition de la vie. Et la plupart des espèces qui sont apparues ici, au niveau de l'âge cambrien, ce sont les espèces qui sont aujourd'hui. Certaines ont disparu, comme les dinosaures. Mais la plupart, tels qu'ils sont apparus, ils sont aujourd'hui. Il n'y a ni être intermédiaire, ni rien. Là, alors, justement, avant d'entamer ça, est-ce que Darwin, il savait ça? Est-ce que Darwin, il savait qu'il se connaissait l'explosion cambrienne? Et oui, parce que ça, c'était connu de son temps. Et comment il l'explique? Il te dit tout simplement, là, on est toujours dans le darwinisme, on n'est pas rentré dans les explications nouvelles. On est dans Darwin. La semaine prochaine, on passera à autre chose. On va aller chronologiquement pour qu'on comprenne d'abord comment ça a commencé. Lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit d'abord, ça ne veut pas dire que les espèces se sont créées, enfin, il ne dit pas créées, il ne croit pas à la création, c'est-à-dire que les espèces ne sont pas apparues forcément là où il vivait, où il faisait ses études. Il disait que d'abord, on a les archives archéologiques qui sont incomplets. D'ailleurs, il met tout un chapitre, le chapitre 9, insuffisance des archives géologiques, c'est-à-dire que leurs données sont incomplètes. Deuxièmement, il te dit qu'il faut les chercher sur d'autres continents, parce que là, sûrement qu'ils se sont développés ailleurs, ensuite ils ont immigré. C'est ce qu'il dit. Et c'est pas la peine que je vous lise ça, c'est presque la même chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'après lui, Darwin, tous ses élèves, ils ont cherché partout sur la planète. Il n'y a pas. C'est la même chose, la même histoire. Que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe, ils ont cherché partout, c'est toujours ça. Il n'y a pas ces êtres intermédiaires. Il n'y a pas cette progression de la vie du simple au compliqué. C'est pas ça qu'ils ont trouvé. Et qu'est-ce qu'ils disent les darwiniens aujourd'hui? Les darwinistes, appelez-les comme vous voulez. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ils te disent probablement dans l'espace. Ils t'envoient chercher dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif, l'ihala al-majhoul. Ils t'envoient chercher dans l'espace. Peut-être dans l'espace, ils sont venus un jour et puis comme ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer. Mais vous trouvez ça, ils sont allés chercher, ils doivent trouver des intermédiaires. Et à défaut de trouver innombrable, incalculable, normalement c'est incalculable. Là où tu tournes, tu trouves un. Là tu trouves un squelette. Parce que les statistiques, on va parler la semaine prochaine, Inch'Allah, le développement des statistiques et des probabilités, ça donne un nombre. L'univers ne suffirait pas pour le contenir. Mais là, ils ont commencé à chercher. Et ces photos-là, je pense que vous les avez tous vues. Vous les connaissez tous parce qu'à l'école, même maintenant, ils sont mis dans
dans les livres de biologie. Donc le premier là, je voulais juste montrer le plus simple. Le premier là, déjà, c'est le singe noir d'Afrique. Ils disent déjà hypothétique, c'est-à-dire hypothétique, la même chose. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas, on s'imagine que ça a commencé avec un singe noir d'Afrique. La vie a commencé en Afrique avec un singe noir. C'est comme ça, c'est hypothétique, c'est juste une hypothèse. Ensuite vient Australopithecus afrancis. Premier, on va prendre le premier. Le dernier, c'est clair, c'est nous, l'homme moderne, l'homo sapiens. Donc, si on prend Australopithecus, le premier qui a été retrouvé, c'est Lucie. Vous connaissez l'histoire de Lucie? Tout le monde connaît Lucie. Ben, Lucie, c'est la représentante de cette famille. Et quand ils l'ont trouvé, ça c'est en 1974, ils ont trouvé le squelette. En réalité, c'est pas un squelette comme ça, c'est quelques ossements qu'ils ont trouvés éparpillés. Il leur a fallu 3 semaines pour les ramasser. Ils sont même pas sûrs que ça appartient au même être. C'est des os qu'ils ont trouvés un peu éparpillés. Ils sont pas sûrs que c'est le même. Mais malgré ça, ils ont commis cette photo. Ça a commencé les livres. The Beginning of Humankind, le début. Lucie, c'est le début du genre humain. Et là, c'était tout des articles scientifiques et tout ça. Et là, c'est ta grand-mère. Comme me disait c'est triste un peu, là, je vous assure que c'est un peu triste parce que moi, quand je vois celui-ci-là, j'ai vécu une situation un peu. J'ai un cousin qui est parti au Ilhad. Il est devenu athée. J'étais jeune, j'avais votre âge. Et quand je discutais avec lui, le jour, ils avaient peu d'informations à notre époque. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de livres et tout ça. C'est très minime. Ce qu'on recevait, c'est ce qu'ils voulaient nous donner. Et là, à chaque fois qu'on avait une discussion, directement, il me dit, mais ça y est, c'est Lucie. Il n'y a pas de c'est Lucie, tu ne comprends pas, tu es en retard, là, ils ont découvert, c'est bon, c'est Lucie. Ben, jusqu'à présent, mais c'est vraiment triste. C'est ta grand-mère, et lui-même il dit c'est ta grand-mère. Donc ce qui fait que c'est ma grand-mère, c'est votre grand-mère. Ils l'ont dessiné comme ça, elle est gentille, elle se pareil, tout ça. Elle est belle, c'est ma grand-mère. Ensuite, adieu Lucie. 1999, adieu Lucie, parce que les découvertes qui bouleversent notre généalogie, et là, il y a des articles, ça c'est un article de 2020, il y a beaucoup d'articles, j'ai choisi quelques-uns, parce qu'on doit aller vite, déjà le temps passe. Et là, c'est Australopithecus afrancis, c'est-à-dire Lucie, article 2020. Voilà, je voulais que c'est lise mieux que moi, je vais te faire partie. Je donne ça. Voilà. Le jaune, la partie jaune. Contrary to previous claims, sulcal imprints reveal an ape-like brain organization and no features derived toward humans. Vous avez compris. Ça vous dit tout simplement que Lucie et toute sa famille étaient des singes. Elle n'a rien à voir avec les humains. C'était un singe. Voilà. Des gens qui sont partis l'Ilhad alors que c'était un singe. Le Australopithecus, c'est un singe. Ensuite, le deuxième, Homo habilis. C'est pas la peine, je remonte là cette photo. Le premier, c'était ça. Le deuxième, Homo habilis. Homo habilis, là aussi, lorsqu'ils l'ont découvert, c'était. J'ai besoin de toi encore. Prononce bien en anglais. En anglais, il est catastrophique. Donc, là aussi, c'est le deuxième, Homo habilis. Il nous dit c'est une preuve. Homo habilis and Homo rudolphus. On s'en fout, vas-y. Do not belong in the genus. Voilà. C'est-à-dire, si tu lis le reste, c'est pas dans le. Vas-y, ça sera plus The clair. earliest taxon to satisfy the criteria is a Homo ergaster or early African Homo erectus, which currently appears in the fossil record at about 1.9 million years ago. Voilà. Donc ça dit que le Homo habilis, en quelque sorte, il ne peut pas être l'ancêtre de celui qui vient après, parce que tout simplement, on va voir, encore une fois, should be removed from Homo, c'est ça?
Donc, il doit être enlevé de la famille des Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Hein, et là, Homo habilis et l'autre, comment il s'appelle, je ne sais pas si c'est son cousin, should be transferred to the genus Australopithecus. C'est-à-dire qu'il doit être classé avec Lucie. C'est un singe. Tout simplement, c'est un singe. Homo habilis, c'est un singe. Tu devais nous ramener un singe aujourd'hui. Donc, c'est un singe. Et ça, c'est des études, hein, c'est pas moi qui le dis. Là aussi, ça dit, je me rappelle pas. Ah, si tu peux, sinon. Vas-y, reste, s'il te plaît. Ouais. Les jeunes, je sais qu'ils comprennent l'anglais bien. This may seem to be an unexpected statement because for 3 decades, Haviland species have been interpreted as being just such transitional taxa, linking whatever that is, through the Havilines to later Homo species. But with a few exceptions, the known Haviline specimens are now recognized to be less than 2 MYR old. 2 millions de years. 2 million years old. Ouais. And therefore are too recent to be transitional forms leading to Homo sapiens. Voilà. Il ne peut pas être le transition pour l'Homo sapiens. Donc, ça ne peut pas être un ancêtre de l'Homo sapiens. Donc, who was Homo habilis? Là encore, c'est une étude aussi qui est 2011 qui te dit, je vais passer rapidement, ça veut dire que le Homo habilis était un singe, tout simplement. Voilà. Le troisième, Homo erectus, celui qui est venu après. L'Homo erectus, là aussi c'est une étude. Je ne sais pas si c'est celle-là. Voilà, si. Vas-y, s'il te plaît, je vais te faire travailler aujourd'hui. There is no distinct boundary between Homo erectus and Homo sapiens in time or space. And furthermore, there is no speciation involved in the emergence of Homo sapiens from Homo erectus. These reasons combine to require that the lineage be regarded as a single evolutionary species. Oui, donc there is no distinct, des limites nettes. Il n'y a pas de limites distinctes. Voilà, distinctes entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ensuite, il te dit, la suite, je pense que vous l'avez compris, les adultes, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à des espèces différentes. C'est-à-dire que l'Homo erectus n'a rien à voir avec l'Homo sapiens en réalité, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Il faut les considérer comme une seule espèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Homo erectus est un humain, ce n'est pas un singe, c'est juste un humain. Il te dit considère-le comme une même espèce parce qu'il n'y a aucune distinction. On passe. Voilà, de upright, c'est l'Homo erectus. Il est debout, il est droit. C'est pour ça qu'on dit erectus. C'est encore une étude de lineage. The lineage and evolutionary history of Homo erectus and other Homo species is unclear and has been muddied further by recent finds. Donc, c'est pas clair. C'est pas clair que c'est notre article. Et tu dis que le fait d'avoir, c'est-à-dire, ça suit dans la lignée, c'est pas clair, et que, madiat, c'est, je pourrais le traduire comme brouillé, mais c'est plus être dans la boue. C'est-à-dire qu'on est dans, je peux pas le dire, on est à la mosquée, dans la boue, on est dans la boue. Ouais, on patine, c'est-à-dire, on peut rien. Et là aussi, là c'est le dernier, on passe au dernier. Donc Erectus, c'est un humain, mais il n'a rien à voir, c'est pas un ancêtre, il fait partie des humains. Là, c'est le Néandertal. Le Néandertal, c'est le plus connu, je pense que vous connaissez, l'homme de Néandertal. Là, c'est une étude qui a fait, c'est une revue de la littérature, qui a recensé 151 études sur le Néandertal. Celle-là, vous pouvez garder la référence, de toute façon, c'est enregistré. Donc, il y a 151 études et qui ont conclu tout simplement que, là c'est un autre site, mais c'est la même chose, et tu dis la différence entre un humain comme nous et le Néandertal, c'est la différence entre l'ours blanc et l'ours brun. C'est-à-dire, c'est comme la différence entre un homme européen et un homme africain. C'est un humain. C'était un humain. C'est pas quelqu'un qui était un ancêtre de l'humain. C'était un humain. Les Néandertaliens, c'était un humain. Il y a même des preuves génétiques qui se sont accouplées et qui avaient des croisements.
Ça veut dire quoi, en résumé? En résumé, ça veut dire que les deux premiers sur cette ligne qu'on vous présente comme une ligne, comme si ça a commencé d'un singe, ensuite ça va vers un être et un être et un être, les deux premiers, le premier, l'hypothétique, n'existe pas. Les deux autres, ce sont des singes, et les trois autres, ce sont des humains. Ils découvrent des crânes d'hommes, soit ce sont des hommes qui ont vécu comme aujourd'hui. Si tu prends un crâne d'un Européen et d'un crâne d'un aborigène d'Australie ou un crâne africain ou un crâne asiatique, tu trouves des différences, mais ça reste tous des humains. C'est la même chose. Ou bien tu prends des crânes d'un singe, de quelques types de races de singes, elles sont différentes, mais ça reste des singes. Il n'y a rien. Et c'est ce que cette étude, par exemple, c'est une autre découverte. Thomas, il a 6 à 7 millions d'années. Et là, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur, qui est le professeur qui l'a trouvé? Encore là, aujourd'hui, c'est après. Vas-y. Now, human evolution looks like a bush. We have a menagerie of fossil hominids. The group containing everything thought more closely related to humans than chimps. How they are related to each other and which, if any of them, are human forebears is still debated. S'il te plaît, est-ce que tu peux lire juste le paragraphe avant? When I went to medical school in 1963, human evolution looked like a ladder, he says. The ladder stepped from monkeys to man through a progression of intermediaries, each slightly less ape-like than the last. Il dit, quand j'étais à l'école de médecine en 63, on pensait que ça allait de... Bon, les gens, je ne s'explique pas, j'explique à mon équipe. Donc, il te dit que c'est allé progresser. Je pensais que, comme on l'a dit, que ça commençait du singe et que ça allait vers l'humain de façon progressive, intermédiaire. Là, quand il était à l'école de médecine en 63. Mais après, qu'est-ce qu'il dit après? Regardez, je vais juste voir la dernière phrase. Hein. How they are related to each other and which, comment ils sont reliés entre eux, ce qu'ils ont découvert, tout ce qu'ils ont découvert, comment ils sont reliés entre eux. Il te dit, how and which, et comment, si toutefois, if any of them, si toutefois ils sont déjà des ancêtres de Cain, il dit tout ça est encore débattu. On ne sait rien. Il n'y a rien. Ils ne savent pas qui est l'ancêtre de qui. Et c'est pour ça maintenant, ils ne parlent plus d'ancêtres, ils parlent de relatives, c'est-à-dire des parents. Et tu dis, il y a un lien de parenté. Comment? On ne sait pas. Et c'est pour ça que ces images, quand vous voyez quelqu'un vous parler sur Internet et qu'il met ces images des hommes, du singe et que ça remonte comme ça, sachez qu'il est en 1963. Il n'est pas encore mis à jour, il n'a pas encore il n'a pas évolué. Il n'a pas encore évolué. Voilà. We once thought of human evolution as a linear progression with modern humans emerging at the end as the pinnacle of evolutionary development. But everywhere we look, it's increasingly clear that the real picture was much, much messier. Là, on regarde, on sait que c'est much messier. Messier, c'est anarchique, mélangé, confus. Tu vois? Il te dit, avant, on pensait que c'était clair, cette lignée. Alors que le problème, c'est que c'est toujours dans les livres. C'est toujours enseigné à l'école, ces images de singes et qui progressent. Alors qu'aucun d'entre eux n'est prouvé que c'est un ancêtre. Aucun. Donc là, on est en train, rappelez-vous, on est en train de voir, est-ce que la science donne raison à Darwin ou pas? Parce que nous, avant de dire d'adapter sa théorie à ma religion, adapter ma religion à sa théorie, d'abord, je veux savoir d'abord, est-ce que la science lui donne raison? Parce que nous, en tant que musulmans, on croit à la science. La science, attention, les jeunes, tout comme le Coran al-Karim, l'ayat, quand on dit Coran al-ayat, parfois il parle du livre, des versets, la parole de Dieu, et parfois il parle de tout ce qui existe dans l'univers. L'ayat. L'ayat al-mastoura ou l'ayat al-manzoura. C'est les signes, les preuves qui sont écrites et les signes que tu vois. Donc les lois de la nature, toute la science, tout ce que découvre la science, c'est Dieu. Donc nous, on n'est jamais contre la science, au contraire, on est pour la science. Mais la vraie science, pas l'interprétation, les hypothèses et les fausses sciences. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, vous savez tout ça, donc ça, tu peux rire quand tu vas voir ça à l'école, mais ne ris pas devant tes professeurs, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Au lieu de les mettre comme ça, un après l'autre, ils mettent des arbres. Pourquoi des arbres? À chaque fois qu'ils trouvent un crâne,
Ils le mettent quelque part. Et tu te dis pourquoi? Parce qu'ils veulent garder l'évolution. C'est l'évolution. Mais comment est-ce que c'est un ancêtre? Il a une relation parentale. Il y a un lien. Mets-le quelque part sur une branche et laisse-le. Alors tu trouves aujourd'hui, tu trouves toujours ces branches et ces arbres qui sont dessinés. Là, rapidement, quelques petits trucs, je pense que ça va passer, le temps passe vite. Je vais aller rapidement. Encore, quand ils ont trouvé pas plutôt des crânes, ils ont pensé, on a trouvé parfois, c'est un crâne de singe, ils pensaient que c'était un être intermédiaire, finalement c'est un singe, ils trouvent un crâne d'un humain, ils pensent que c'est un singe, finalement c'est un humain, mais il est arrivé des choses encore plus je vais rester respectueux, mais là, ils ont trouvé une dent au Nebraska, aux États-Unis. Ces éléments, je pense que les jeunes, la plupart, vous les connaissez, ces histoires, mais je vais passer rapidement pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, ils ont trouvé une dent au Nebraska, très vieille, et ils ont fait des articles. Voilà, ils ont dit Anthropoid first, le premier primate en Amérique. On a trouvé. C'est sa dent. Ils ont fait des dessins, voilà, ils l'ont dessiné, et comment ils vivaient, ils mangeaient de la pizza ou ils mangeaient des nouilles, ils ont créé tout ce que, bon, la pizza ça vient de moi, il n'y a pas de problème. Donc ils ont tout mis comme si c'était une histoire réelle. Et après, 5 ans après, en 1927, notre c'était en 1922, ça en 1927, ce n'était ni un singe, ni la dent d'un humain, et c'était la dent d'un cochon, d'un sanglier. Voilà. Un cochon. Ou un sanglier, je ne sais pas. Donc, ce qui fait qu'on on va passer. Ça, c'est en Espagne. En Espagne, ils ont trouvé quelques fragments d'un crâne et les ont mis ensemble. C'était en 1982, normalement, si je ne me trompe pas. Et il y avait 3 scientifiques espagnols qui les avaient trouvés. Là aussi, ils l'ont dessiné. Voilà, ils lui ont donné un nom. Ils l'ont dessiné. Ils ont dit qu'il est mort vers 17 ans. Et c'était en 82. Après, en 1997, il te dit mistake, une erreur. C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'était le crâne d'un âne. Le crâne d'un âne. Ensuite, on a commencé à se moquer d'eux dans les revues. C'est vraiment... Les 3 scientifiques, ils ont souffert après ça. L'un d'entre eux, il s'est retiré du monde. Ouais. Parce qu'on leur a dit, si vous ne faites pas la distinction entre le crâne d'un homme et le crâne d'un âne, comment voulez-vous apprendre l'origine de la vie? Donc, pour vous dire ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça, je vous assure que quelques exemples de ce que j'ai. Ceux qui connaissent l'arabe, regardez le Iyad Khoneibi, il a mis beaucoup de références comme ça. Allez-y, vous allez trouver d'autres ressources. Bon, ça, c'était la paléontologie. Ensuite, quand ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas trouvé des... je ne sais pas si on va arrêter maintenant. Ça ne marche pas, on continue un peu. Ok. J'aimerais bien qu'on termine rapidement ces deux-là, comme ça la prochaine fois, il nous restera les problèmes plus sophistiqués. Donc la présence des perfections. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'après avoir cherché des preuves, ils n'ont pas trouvé, des intermédiaires, ils n'ont pas trouvé, et tout ce qu'ils ont trouvé ne tient pas la route, mais ils veulent garder. Alors Darwin, qu'est-ce qu'il a dit? Là, j'avance un peu dans le temps, ensuite je reviens. Darwin, il a dit que parce que ça se passe de façon aléatoire, spontanée, accidentellement, ça veut dire qu'il doit y avoir des erreurs dans le corps des humains. Donc il doit y avoir des imperfections, des choses qui ne fonctionnent pas bien, ou bien des vestiges, des choses qui sont là, qui ne servent à rien parce qu'ils servaient avant. Et là, les gens qui le suivent, il aura ouvert une porte. Allez-y, cherchez encore, comme tout à l'heure. Ils ont commencé à chercher les imperfections. Ils ont commencé par l'humain. Là, je ne sais pas si Mziane, elle est là. Non? Mziane n'est pas là. Notre docteur, il aurait ri. En 1893, celui-là, c'est un docteur allemand, après les travaux de Darwin, après qu'il ait dit ça, il a mis cette liste, parce qu'à leur époque, je vous ai dit, la science n'était pas du tout développée, il a dit que c'est des organes qui ne servent à rien dans le corps humain. C'est des défauts. Et parmi ces organes, c'est ceux qui connaissent un peu les glandes endocriniennes.
le thymus, la thyroïde, la parathyroïde, la glande pituitaire. C'est des petites glandes, si tu l'as pas, tu meurs tout de suite. Tu meurs tout de suite. Parce qu'il pensait que ça ne sert à rien. Il a mis une liste de 86 organes qui ne servent à rien. Ils ont dit aussi, enfin bien sûr, après on a su à quoi ils servaient, cette liste elle est caduque. Ils disent que la rétine, regardez la rétine de l'œil, quand on va, ça c'est une coupe de cette petite couche de la rétine, vous voyez qu'à l'arrière, il y a les cellules de la vision, de la couleur et les monochromatiques. C'est les cellules qui voient la couleur et c'est les cellules qui voient le noir et blanc, on va dire. Et à l'avant, vous avez des ganglions, des cellules ganglions, des cellules bipolaires. Là, quand ils ont vu ça, les premiers avant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il y a un défaut. Ceux qui travaillent, je n'avais pas le temps de mettre un peu des vidéos pour voir ce qu'ils disaient avant de ça. Ils disaient, c'est un défaut. Si tu donnes ça à un opticien, il va rire de toi. L'œil, il est fait d'un défaut. Pourquoi les cellules qui voient sont derrière les cellules ganglionnaires? Elles devraient être devant. Pourquoi elles sont placées derrière? C'est un défaut de fabrication. C'est ce qu'ils disaient. Ensuite, quand on a découvert que je vais aller vite sans pas montrer, on a découvert c'est bien au contraire. C'est comme ça qu'il doit être. Tu regardes le soleil, tu es un peu ébloui, mais quelques minutes après, tu commences à regarder. Si les cellules étaient à l'avant, tu risquerais de devenir aveugle subitement. Donc c'est comme ça qu'elles doivent être. Ce n'est pas une erreur, au contraire, c'est une perfection. Le tube digestif, ils ont dit que l'appendice, ici, il ne sert à rien. Pendant longtemps, à certains moments, ils l'ont enlevé à tous les nouveaux-nés. Tu dis, dès qu'il naît, on l'a vu et ça ne sert à rien. C'est un vestige. Ça veut dire qu'il existait chez un être avant, ensuite ça n'existe plus. Regardez comme ils réfléchissent. Avant de dire que ça sert, c'est sûr que ça sert, c'est très important pour l'immunité et pour l'équilibre de la flore intestinale, c'est très important. On sait maintenant qu'il sert beaucoup. Mais au-delà, regardez comme ils réfléchissent. Le tube digestif, la digestion commence au niveau de la bouche. Avec l'amylase, avec les glandes, l'amidon, il est déjà dans la bouche, il commence à être dégradé. Donc ça commence des dents, de la salive, comment il fait l'œsophage, l'estomac, le pylore, le duodénum, le côlon, le sigmoïde, le rectum, le canal, tout ça, il l'oublie. Sans parler du pancréas et du foie et de la vésicule biliaire qui participent à la digestion aussi. Tout ça, il l'oublie comme s'il n'y a rien. Il part à l'appendice. Il dit, ça c'est en plus. Ça, c'est en plus. C'est fou, hein, comment ils réfléchissent. Donc, quand ils n'ont pas trouvé chez l'humain, ils ont dit, maintenant on sait que c'est pas vrai. Tout est fonctionnel, tout est bon, tout est bien fait, tout est parfait. Et là, ils sont partis vers les animaux. Ça, je pense que vous l'avez vu, les échelles de souris, parce que vous le connaissez. C'est les baleines et les os du pelvis derrière. Ces petits os à l'arrière du squelette de la baleine, ils ont dit parce qu'avant, c'était un animal terrestre. Et ça, c'est les restes de ses jambes quand il marchait. Et quand il rentre dans l'eau, ça y est, il n'en a plus besoin, c'est resté. Et regardez comment on vous ment. Là, c'est très important. S'il faut que je finisse sur ça, je finirai, mais vous le trouvez dans tous les livres de biologie. Regardez, par exemple, là, c'est écrit « No apparent function ». Ça n'a rien. Ça paraît, on ne voit pas à quoi il sert. Donc c'est pour ça qu'ils disent, j'ai pris juste un exemple. Hein. Écoutez celui-là, ce qu'il dit. Je ne sais pas si je vais juste cliquer. Many vestigial organs that can only be explained by evolution. Here's one of them. If you look at whale skeletons at natural history museums hanging from the top, you'll often see these two bones suspended. Why are they there? They don't seem to have any function at all. Any function. But amazingly, if you look deep inside a whale, you'll find vestiges. Vestiges of hind limbs, little tiny remnants of bones, which show that the ancestors had real hind limbs that they actually used for walking. Ça, c'est deux grands noms actuellement. Vous les connaissez, Richard Dawkins sûrement, il est connu. Et l'autre aussi, de la théorie de l'évolution. Il te dit que la baleine, ses os du pelvis, ils servent à rien. C'est des vestiges. D'accord? Et remarquez ça, c'est 2013, c'est écrit en 2013. Et l'autre, c'est en 2012.
Là, c'est un article qui apparaît en 2014. It's all in the hips. On a remarqué que ces os de bassin, ils sont très importants pour la reproduction chez les baleines. Donc, elle a une fonction. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous allez me dire qu'en 2014, ils ne le savaient pas. OK. Là, c'est un article aussi 2014 qui parle des baleines, mais pas pour parler de ce sujet exactement, mais il parle des baleines et comment ils se reproduisent. Et là aussi, il te montre, voilà, les ces os, il t'explique qu'ils sont importants pour la reproduction des baleines. Ouais, il te donne les différentes dimensions, les différentes espèces, elles l'ont toutes. Toutes les baleines, elles ont ces os-là au niveau du pelvis. Donc, ce n'est pas des vestiges, ils servent à quelque chose. Mais le comble de tout ça, le comble, regarde. Quand tu vas dans cet article, quand tu vois l'article qui parle, il donne les références, qui dit, où est-ce qu'ils ont trouvé que ça marche comme ça, que c'est important pour la reproduction. Regarde les dates des études. 1881, 1885, 1907, 1918, 1932, 66, 90. Depuis 1881, on savait que ces os étaient utiles pour la reproduction. 1800. Et comment il s'appelle? Sturgeon, c'est ça. J'ai son article sur ma tablette. Quand tu reviens en 1881, qu'est-ce qu'il avait dit lui? Il avait dit ces os, lui parce qu'il suivait Darwin, c'était une année avant la mort de Darwin ça. Et tellement il croyait à Darwin, il avait dit ces os-là, ils servent à la reproduction, mais peut-être qu'avant, quand la baleine était un animal terrestre, ça lui servait aussi de la marche. Donc c'est ce qu'il a dit. Il a dit peut-être ça servait à la marche, mais maintenant ça sert à la reproduction. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé cette histoire, ils l'ont cachée. Et tu dis, ça ne sert à rien. C'était juste des pieds pour marcher. C'est-à-dire, ce 2013-2000, Richard Dawkins, il a tellement de livres, il est très connu. Est-ce qu'il nous ment? Est-ce qu'il ne sait pas ça? Est-ce qu'il ne le sait pas? Ou bien il nous ment? On ne sait pas. La ressemblance morphologique, c'est très rapide ça, et on termine. Désolé, j'ai dépassé un peu le temps. Là, c'est la ressemblance morphologique, parce que je vous ai dit, du temps de Darwin, c'était juste l'anatomique, c'est-à-dire qu'on fait des dissections, et la morphologie. Ils ne connaissaient pas la cytologie, ils ne connaissaient pas la génétique n'existait pas. La génétique, c'est Mendel, c'est après Darwin, la biochimie encore moins, donc l'embryologie, ils ne connaissaient pas. Donc après, lui, quand tu demandes à ces gens de l'évolution, tu leur dis, par exemple, là, vous avez deux écureuils, un écureuil en haut, c'est un écureuil volant. Si tu le compares sur le plan de l'évolution, il te dit, il est plus proche comme famille de la baleine et de l'éléphant que du deuxième qui est en bas, qui est à côté de lui. Vous voyez? C'est un autre, je sais que l'image n'est pas très claire. Ces deux, on dirait que c'est la même chose. Les deux écureuils volants. Mais il te dit l'autre, pourquoi? Parce que quand tu vois dans le fonctionnement, celui-là, il est totalement différent de l'autre. Celui-là, c'est des mammifères qui portent à l'intérieur, dans un utérus placental, on dit, c'est dans l'utérus que se développe. L'autre, c'est comme un kangourou, c'est dans la poche, marsupiale. Donc, ce qui fait que, ça veut dire quoi? Rabbi Azza wa Jalla, il a fait les choses de façon à ce que, si tu vois des êtres, ils sont très, très ressemblants, comme ces deux-là, physiquement, mais à l'intérieur, leur fonctionnement, il est totalement différent. Alors que tu peux trouver totalement différent, alors que à l'intérieur, ils fonctionnent de la même façon. Shabah, la ressemblance, qu'elle soit externe ou interne, ce n'est pas la même chose. Donc, tu ne peux pas la considérer comme une preuve. Ça ne peut pas être une preuve. Une baleine et une chauve-souris qui n'ont rien à voir, elles ont le même système de fonctionnement, ils ont des colocalisations. Alors, quand tu demandes, bien sûr, le néo-darwinisme, il essaie d'apporter des réponses à tout ça. On les verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et il n'y a rien de solide. C'est vraiment des réponses. En réalité, ils donnent des noms. Ils ne répondent pas. Ils te donnent un nom en pensant que toi, ça y est, il a tout saisi. En réalité, c'est juste un nom. In hiya illa asma'un
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Là, rapidement, encore là, vraiment, là, ça c'est un autre Allemand professeur qui a fait ses dessins très longtemps. Il a fait ses dessins. Il a pris chaque dessin, c'est l'embryon d'un être. Et là, il te prouve, il te dit, Darwin, il était très content de ça. Et c'était à l'époque de Darwin. Il était très content. Il disait que, regardez comment ça ressemble les embryons de tous les êtres, des espèces. Ça veut dire qu'on a évolué de la même façon. Ensuite, quelques temps après, il a été critiqué. Il a reconnu qu'il a falsifié les photos. Mais en reconnaissant qu'il a falsifié les photos, là encore, il a menti. Il a dit 6 à 8%. Je n'ai pas falsifié toutes les photos. Regardez les vraies photos. Et regardez, je sais pas, attendez, les vraies photos, comparez-les à ça. J'aurais dû les mettre ensemble. Ouais. Rien à voir. C'est pas 8%. La plupart sont fausses. Et le problème, c'est que ces photos-là, elles sont encore dans les livres aujourd'hui. C'est une erreur qui date de 1800. Et regardez, l'un des grands scientifiques, il s'appelle Jay Gould, qu'est-ce qu'il dit? Il est parti. Ouais. We do, I think, have the right to be both astonished and ashamed by the century of mindless recycling that has led to the persistence of these drawings in a large number, if not a majority, of modern textbooks. Il dit, on doit avoir honte que ces images, ces photos sont encore dans nos livres jusqu'à présent. Un siècle après, le mensonge qui a été découvert, c'est un mensonge, il est encore dans nos... Donc pourquoi ils font ça? On le verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je vais m'arrêter là, barakallahu fikum, je m'excuse pour le temps que j'ai passé. On continuera, Inch'Allah, après la semaine prochaine. Si vous avez...